après, on va dire, au moins une bonne cinquantaine d'années de stabilité, l'automobile a vécu une période qu'on peut qualifier de bénie, en fait, où la ville a façonné l'automobile, où l'automobile a façonné la ville du XXe siècle. On s'est rendu compte chez Valeo, au tout début du XXIe siècle, que cet objet, qui est à la fois une merveille de technologie et accessible à tout le monde, n'est plus adapté à notre vie quotidienne. Bon, pour une raison très simple, c'est que d'une part, la population grandit sur cette terre, grossit, il y a de plus en plus de monde, et qu'en plus, cette population se concentre dans les grandes mégalopoles. Donc en 1990, 9 grandes mégalopoles de plus de 10 millions d'habitants. En 2030, il y en a à peu près une quarantaine. Et qu'en plus, le mode de vie évolue vers plus de mobilité. Je ne veux pas me référer à des exemples récents, mais la mobilité est un droit pour tout un chacun. Alors, la bonne vieille martingale de l'automobile, qui est je travaille projet par projet, j'améliore de façon continue mon produit. La voiture de demain est un peu plus que la voiture d'hier, un peu plus confortable, un peu plus économe, un peu plus sûre, etc., ne marche plus. Et on est aujourd'hui devant une véritable révolution. Et cette révolution a trois piliers, les trois piliers étant complètement interconnectés entre eux. Il s'agit des véhicules électriques, donc un changement de mode de propulsion, autonome et des nouveaux usages que j'ai appelés ici partagés. Il faut savoir qu'un véhicule particulier, automobile, est très peu opéré. Il reste 93% du temps à l'arrêt. Malheureusement, il ne roule pas beaucoup. Donc c'est très différent d'un avion, par exemple. Alors, je vais commencer par l'électrification, qui est quelque part le plus simple. Donc vous voyez que par rapport à ce qui existe aujourd'hui, donc la propulsion thermique, donc la propulsion thermique, pour ceux qui ne sont pas des experts, vous avez deux types de moteurs et deux types de moteurs seulement. Vous avez les essences qu'on appelle MPI et des diesels à injection directe Common Rail. Donc même Volkswagen, qui avait des injecteurs pompes, a été obligé de se standardiser. Donc ce qu'on voit sur ce schéma, c'est que cette standardisation disparaît complètement et que les motorisations vont profondément évoluer avec l'usage et la taille de la voiture. Alors les véhicules à batterie, hein, ceux qu'on appelle généralement véhicules électriques, paradoxalement, occupent les deux extrêmes de cette slide. Ce sont soit des petits véhicules de ville très légers, et dans l'esprit de Valeo, propulsés en 48 volts, soit des véhicules premium, donc cette fois-ci en haute tension, ayant plusieurs centaines de kilowatts de puissance embarquée. Alors ça c'est important à comprendre. L'industrie automobile standard par excellence, 100 millions ou 80 millions de véhicules vendus sur un schéma bien donné, est en train d'exploser pour sa motorisation en termes de diversité. Je vous passe les différents types d'hybrides, 12 volts, 48 volts et 300 volts, ou plug-in, en fonction du poids de la voiture et de sa mission. Alors ça change évidemment les composants liés au powertrain. D'une part, ce qui est lié à la motorisation thermique va avoir tendance, si ce n'est à disparaître, au moins à beaucoup réduire, mais l'ensemble des autres composants connaît depuis une quinzaine d'années une évolution absolument extraordinaire. Donc quand je suis rentré dans le groupe Valeo au début des années 2000, je me rappelle très bien, les ingénieurs m'expliquaient que la limite physique pour un alternateur, donc vous voyez, c'est à peu près cette taille-là, c'était 1 kW. Donc les mêmes ingénieurs aujourd'hui vous expliquent, oui Guillaume, la limite physique c'est 25 kW. Donc le miracle derrière, c'est évidemment, vous l'avez compris, l'électronique hyper sophistiquée qui est à l'arrière de la machine. La machine ressemble, c'est toujours des machines Clopole, on n'a pas changé d'architecture de machine. Par contre, l'électronique est incroyablement plus performante. Maintenant, donc, si je rentre dans le domaine des hautes tensions, l'avantage des basses tensions, c'est que rien ne change, hein, il n'y a pas de problème de sécurité, les batteries sont relativement petites, etc. Mais vous l'avez compris, avec des basses tensions, on ne peut pas faire beaucoup plus aujourd'hui que 25 kW, donc ce qui représente des voitures quand même un petit peu légères ou un appoint de propulsion. Si on veut des véhicules complètement électriques, il faut rentrer, et puis très performants, il faut rentrer dans les hautes tensions. Donc là, vous avez un petit échantillonnage de l'électronique de puissance. Je dirais plus d'ailleurs de la mécatronique de puissance, puisqu'on peut avoir des composants électroniques séparés
mais que bien sûr ça ne durera pas et qu'on va intégrer dans les éléments mécaniques ces différents composants électroniques. Donc là, on n'est pas très loin des puissances embarquées dans l'aéronautique. On parle de plusieurs centaines, enfin, plus d'une centaine de kilowatts, de batteries de plus de 100 kWh, etc., etc. Donc maintenant, si j'en viens rapidement donc, aux véhicules autonomes, puisque évidemment c'est beaucoup plus facile de faire un véhicule électrique, enfin, de rendre autonome un véhicule électrique qu'un véhicule à batterie. Donc je voudrais vous dévoiler ici les petits dessous d'un véhicule qui a fait, à l'occasion du du Mondial de Paris, qui a circulé en autonome, donc à Paris, intramuros, sur les quais, dans des situations complexes, dont le pont de Bir Hakeim, dont les tunnels avec les problèmes de géolocalisation dont on parlait à l'instant, etc. Donc vous voyez qu'on a quand même affaire à une bête assez sophistiquée, avec une ceinture d'environ 8 lidars, d'une une douzaine de caméras, certaines à longue portée, d'autres à courte portée pour faire un cocon, de radars et d'une ceinture d'une douzaine de capteurs ultrasons. Tout ça étant animé par deux calculateurs de forte puissance, puisqu'on on a environ 30 teraflops par calculateur, on a redondé, donc on a 60 teraflops. Le prochain véhicule aura 300 teraflops d'embarqués. Donc les lignes de code pour réaliser ce véhicule, en termes de nombre de lignes de code, c'est supérieur à ce qui est embarqué aujourd'hui sur les plus modernes des avions de ligne, quand même. Donc vous voyez, pour Calray et tous ceux qui développent des calculateurs puissants, il y a un avenir absolument extraordinaire devant vous. Alors pourquoi cette sophistication? C'est qu'en fait, les capteurs sont les yeux et les oreilles du véhicule, et vous ne pouvez pas vous fier à une seule nature de capteur. Il faut au moins 3 natures de capteurs physiques différentes pour obtenir le niveau de sûreté requis. Donc l'objectif qu'on s'est fixé, en tout cas chez Valeo, c'est le 10-9, donc moins d'un incident majeur par milliard de kilomètres, voire milliard d'heures, sachant que les capteurs sont à peu près à 10-3, vous avez un défaut tous les 1000 heures, et quand tout va bien. Donc vous voyez qu'il y a un très très gros effort de sécurité, bien sûr, pour que la machine soit absolument certaine, sûre. Donc ça, c'est le physique. J'ai voulu commencer par le hardware, parce qu'on oublie trop souvent le hardware qui est vital pour l'industrie automobile. Donc je vais m'appesantir rapidement, je vous rassure, sur le software qui migre, qui est aujourd'hui partagé entre les calculateurs embarqués que vous avez aujourd'hui, c'est plutôt des microcontrôleurs, et puis le cerveau du conducteur, le cerveau finalement prenant la quasi-totalité des décisions les plus complexes. Donc évidemment, avec un véhicule autonome, ici on a la chaîne de commande sur le véhicule de démonstration d'octobre. Donc vous voyez qu'entre les capteurs et l'automate de contrôle-commande, donc la direction assistée, le freinage et puis le contrôle moteur, vous avez un système assez complexe, d'abord de fusion de données des capteurs pour créer une scène. Donc je rassure tout de suite mon collègue du LIST, il y a de l'embarqué, il y a du Deep Manta en provenance du LIST dans cette affaire. Ensuite, on crée donc une scène, on crée des prévisions de trajectoire pour tous les mobiles qui sont autour de nous. Et puis enfin, on va prendre une décision toutes les 10 ou 15 millisecondes. Donc on va dire une centaine de fois par seconde, renouveler cette instruction. Donc c'est évidemment beaucoup plus rapide et beaucoup plus performant qu'un être humain et surtout beaucoup plus stable. Alors, ça pose déjà la question, puisqu'en fait, pour ces capteurs, ils font massivement appel à l'intelligence artificielle. Typiquement, il faut recréer une scène, donc par exemple à partir soit d'un scanner LIDAR, soit d'une caméra. On crée une scène, on va donc détecter des objets, classifier ces objets, et on va, avec les informations venant des autres capteurs, donner plus d'attributs à ces objets. Donc là, par exemple, je vois un piéton à 6,53 m.
Je vérifie, donc ça c'est mon scanner qui dit ça. Il dit en plus c'est un piéton en volume, donc c'est pas une image vidéo. Ma caméra va dire oui, oui, c'est bien un piéton, je reconnais les yeux, les mains, etc. Donc la caméra est très très bonne pour classifier les objets. Et en plus, le radar va me dire que ce piéton ne bouge pas. Donc il ne présente pas de danger pour ma mission, qui est de rester à ce pupitre. Donc à partir de... Donc imaginez que je fasse ça pour chacun d'entre vous dans la salle. Je vais donc pouvoir continuer ma mission de mobilité à partir de cette perception. L'analyse du contexte va aussi faire beaucoup appel, et notamment la détermination des trajectoires plausibles des différents mobiles autour de vous, va faire appel massivement à l'intelligence artificielle. Mais ça ne suffit pas. En fait, pour rendre l'expérience plus sûre et plus confortable, il faut aussi mettre une autre chaîne de contrôle-commande qui va des données brutes des capteurs à la décision finale, dans ce qu'on appelle end-to-end, avec uniquement l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, dans ce cas de démonstrateur, c'est ce qu'on appelle de limitation learning. Le véhicule a appris la manière de conduire d'un Parisien moyen, c'est-à-dire de se garer quand il y a une moto qui essaie de vous doubler, de ne pas forcément freiner complètement quand il y a un piéton qui s'apprête à traverser, etc., etc. Et en fait, si vous ne le faites pas, c'est dangereux, puisqu'en fait, il faut que le véhicule autonome s'intègre dans un trafic existant. Donc là, vous imaginez les débats d'éthique, culturelle, etc., qu'il y a derrière les décisions qu'on prend. Dans quelques semaines, on aura une autre démonstration, enfin tout début janvier, au CES à Las Vegas. Cette fois-ci, le véhicule sera accoutumé ou aura appris à conduire suivant les règles américaines, qui sont évidemment assez différentes des nôtres. Là aussi, une immense diversité est devant nous. Si à Paris, par hasard, vous ne vous arrêtez pas devant un passage piéton, alors qu'il y a un piéton qui est vaguement engagé, bon, vous risquez peut-être de perdre quelques points, mais ça va choquer personne. Par contre, si vous faites la même chose à Londres, c'est quasiment criminel, puisque le piéton s'attend à ce que vous vous arrêtiez. Donc vous voyez bien que votre voiture à vous, le comportement de cette voiture-là, ne peut pas être standard. Alors il y a bien sûr ce qu'il y a à l'extérieur, c'est le plus visible, le plus connu, mais il y a ce qu'il y a à l'intérieur du véhicule. Et là, paradoxalement, le véhicule autonome impose d'avoir une compréhension extrême de ce qui se passe à l'intérieur de la cabine, à commencer par l'état de vigilance du conducteur, à qui on va demander de temps en temps de reprendre la main. Donc il faut connaître son état de vigilance. Et une fois que vous savez faire, vous connaissez son état de vigilance, c'est pas très compliqué de savoir son genre, donc homme ou femme, sa pression artérielle, son débit cardiaque, la température de surface, le mouvement des paupières, le mouvement des pupilles, etc., etc. Bref, s'il conduit sous l'emprise d'un stupéfiant, s'il est diabétique, etc., etc. Donc vous voyez toute l'utilisation qu'on peut faire de ces données. Évidemment, la présentation de l'interface homme-machine est fondamentalement différente. Ici, on parle de la mode des écrans. Personnellement, je pense que les écrans qui aujourd'hui occupent une place très importante vont certainement diminuer. Et puis, bien sûr, il ne s'agit pas simplement que du conducteur, mais tout ce qu'il y a à l'intérieur de la cabine. D'ailleurs, dans quelques années, la réglementation américaine imposera d'avoir la détection de vie à bord, parce qu'il y a un certain nombre d'enfants qui meurent tous les ans, laissés dans des voitures. La durée de vie d'un enfant dans une voiture fermée, alors qu'il fait chaud dehors, n'excède pas une demi-heure. Donc ça suffit pour rendre ces dispositifs obligatoires. Donc ici, j'ai illustré quelques dispositifs qui sont des radars multibandes, des caméras infrarouges, des détections 3D de gestes, etc., etc. Donc évidemment, comme nous, on fabrique des composants première monte, j'ai identifié ce qu'était première monte, mais il y a des très bonnes manières de détecter avec des lunettes ou d'autres wearables. Ce n'est pas donc exclusif à ce qui est embarqué directement dans la voiture. Alors quand vous avez tout ça, évidemment, ça va permettre... Alors oui, j'ai oublié de dire une chose extrêmement importante, c'est que le véhicule autonome est un abus de langage absolu, puisqu'aujourd'hui, on n'imagine pas un véhicule qui soit autonome. Donc soit vous avez un véhicule partiellement autonome avec un conducteur à bord qui va reprendre la main dans certaines circonstances, soit vous avez un véhicule sans conducteur
Mais aujourd'hui, l'état de l'art montre qu'il doit être téléopéré, c'est-à-dire qu'il y a une hotline, enfin qu'il y a un dispositif qui permettra, in fine, à un humain de prendre le contrôle du véhicule pour tous les cas imprévus. Et si on veut garantir moins d'un défaut par milliard de kilomètres, des cas imprévus, il y en a. Et donc, la voiture est donc nécessairement connectée pour permettre cette communication de manière sécurisée. Donc là, effectivement, il y a un débat entre 5G et Wi-Fi et autres manières de connecter la voiture. Mais de toute façon, il y aura une connectivité. Donc ça, c'est un élément fondamental parce que la voiture sort de son superbe isolement. La voiture, aujourd'hui, c'est un objet qui est séparé du reste du monde. Cet objet va être connecté. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Bon, j'en ai pris un parce qu'il est sympathique et qu'on va le représenter une nouvelle fois au CES, qui vous permettre d'agrafer des images, donc ce que voit votre caméra et ce que voit la caméra du véhicule qui est devant vous. On est donc capable de voir de manière en réalité augmentée mais réelle que effectivement vous avez un gamin qui s'apprête à traverser, qui est trop petit, le SUV vous cache devant vous. Donc ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on est capable de faire dès aujourd'hui. Alors, on considère chez Valeo qu'il y a à peu près 30 000 propositions de valeur liées à ce type de fonctions ou de technologies associées à ces fonctions. Alors, une fois qu'on est connecté, évidemment, ça pousse à rentrer dans un écosystème. Alors ici, j'ai mis une histoire de rebond qui montre qu'en fait, rien n'est écrit d'avance. Donc on peut toujours effectivement imaginer plein de choses, et puis la réalité dépasse souvent l'imagination ou la fiction. Donc Valeo est depuis toujours un des leaders du contrôle d'accès. Hein. Ceux qui sont plus anciens se rappellent du Neumann, qui est la clé mécanique qu'on tourne. Donc Neumann, c'est une marque Valeo. Donc on a fait évidemment des badges et des petites clés électroniques. Évidemment, l'idée est venue de dire je vais faire la même chose sur smartphone. Donc là, je vous passe les complexités techniques parce que le corps est opaque aux ondes du Bluetooth et pas au RF. Bon, bref, donc c'est complexe, mais on y est arrivé. On a fait la tournée de tous les constructeurs. Tout le monde a trouvé ça très sympa, mais personne n'a voulu acheter. Pour une bonne et simple raison, c'est que la clé, c'est d'abord un support de logo. Et que vous privez du logo, c'est évidemment pour un gestionnaire de marque, c'est très très pénible. Donc on s'est dit, finalement on va voir le grand public, donc on a fait des tests. Tout le monde a trouvé ça très très sympa, je vais pouvoir prêter ma voiture à ma fille, etc. Mais finalement, personne n'est vraiment prêt à payer 3-4 € pour loger une clé dans un cloud quelque part. Et puis finalement, on s'est dit, tiens, on va aller voir des gestionnaires de flotte. Donc vous voyez, ça a pris du temps, hein, donc on n'est pas arrivé tout de suite à la solution. Et puis là, les gestionnaires de flotte ont bien sûr applaudi tout de suite, puisque c'est complexe de donner un droit d'accès à un utilisateur. Donc vous imaginez qu'un loueur n'a plus besoin d'avoir un guichet, etc. Mais très très vite, les mêmes loueurs nous ont dit, non, c'est super, mais on veut aussi que ça fasse du pay. Je suis désolé pour les anglicismes, surtout ici, un pay per use, pay when you use, how you use, when, etc., etc. Donc on veut faire du profiling de l'utilisateur. Et donc ça, évidemment, donc ce qu'on appelle un CRM complet, y compris la facturation, etc. Donc évidemment, ça dépasse très largement les capacités de Valeo. Donc il s'est associé notamment avec Capgemini pour pouvoir faire des applications en marque blanche. Donc vous voyez que entre l'imagination, c'est je remplace une clé par un smartphone, et l'utilisation finale, enfin finale d'aujourd'hui, puisqu'on le vend à des flottes, il y a finalement un grand chemin. Et ce que nous pensons chez Valeo, c'est que ce chemin, la direction est prévisible, mais c'est un peu comme l'aérolique. À chaque moment, c'est extrêmement difficile de savoir la décision du flux d'air, même si évidemment tout va dans ce sens-là. Et donc, il faut être humble, il faut essayer et apprendre de ses erreurs si on n'a pas tapé juste du premier coup. Puis une fois qu'on est connecté, donc là, j'ai parlé d'une fonction vue de l'utilisateur, mais évidemment, il y a la fonction vue de la société. On a présenté toujours à ce salon de l'auto un exemple de ce qu'on pourrait faire à partir de capteurs qui sont aujourd'hui embarqués pour la climatisation, qui vous permettent, par exemple, de ne pas respirer les fumées du camion qui est devant vous. Finalement, on peut faire une cartographie de la qualité de l'air. Donc, on s'est associé avec une start-up qui s'appelle Aria
donc pour mesurer la qualité de l'air dans Paris. Et comme nous, on a équipé une flotte de taxis G7 donc, qui roulait toute la journée, on a une mesure de la qualité de l'air beaucoup plus, on va dire, fine que des stations fixes, comme Air Paris, par exemple. Donc vous voyez, ça c'est aussi une proposition de valeur parmi des milliers et des milliers qui vous permettrait, par exemple, de choisir votre trajet en fonction de la qualité de l'air effective dans les rues que vous traversez. On pourrait aussi imaginer qu'à partir de ces mêmes capteurs ou qui règlent la clim, on puisse déterminer, si vous avez 3-4 voitures ou une dizaine de voitures qui passent le long d'un champ, vous allez informer l'agriculteur pour savoir si le degré d'ensoleillement, le degré d'humidité de son champ peut assez facilement être déduit des données issues des capteurs de la voiture qui sont existants et donc gratuits au traitement électronique près. Donc, évidemment, autonome et partagé, ça va de pair. C'est évidemment beaucoup plus facile de rentrer dans... on a finalement un tiers de confiance quand c'est un véhicule autonome, puisqu'on sait que la personne qui va vous conduire et donc ceux qui sont positifs vont vous dire assistés, ceux qui sont négatifs vont vous dire fliqués, puisqu'évidemment, à chaque instant, on connaît l'usage de la voiture. Donc vous allez plus facilement confier vos filles à ces personnes ou vos enfants à des personnes qui sont notées et dont on connaît le comportement. Alors, il ne faudrait surtout pas croire que le véhicule électrique autonome et connecté, c'est finalement un nouveau powertrain, des capteurs en plus, même s'il y en a beaucoup, et des antennes de plus en plus sophistiquées. En fait, ça touche extrêmement profondément chacun des composants. Alors, je vous fais grâce des 100 et quelques lignes de produits de Valeo parce que je vais endormir la salle. J'ai pris l'éclairage, tout simplement pour dire que quand vous avez un véhicule aujourd'hui, le contact humain, donc on regarde quelqu'un et on sait donc si on a affaire à quelqu'un qui veut réellement traverser ou quelqu'un qui est juste en train de discuter le long du trottoir, ça disparaît. Ou si vous avez un gars qui est un peu trop pressé, qui ne va pas s'arrêter. Et donc, évidemment, on va confier cette fonction de dialogue, notamment la nuit, avec l'éclairage. Donc, on propose, par exemple, d'imprimer des passages piétons pour vous montrer, oui, le véhicule vous a bien vu, vous pouvez traverser en toute sécurité. Ou le jour, vous faire un petit flash ou faire un petit clin d'œil en disant, oui, tu peux traverser. Ou si c'est une voiture en autopartage, oui, c'est bien, toi que j'attends, bonjour Guillaume, ta voiture est prête. Donc, on passe d'un éclairage avec une source à des éclairages infiniment plus complexes. On a en commande aujourd'hui, donc c'est plutôt premium, des phares qui auront plus de 100 000 pixels dès 2020-2021. Donc, vous avez une qualité d'image absolument extraordinaire. Vous avez notamment une mise en scène. Vous ne mettez pas de la lumière sur la route. Vous faites comme dans un théâtre. Vous éclairez les éléments importants. Alors, les CPS dans tout ça, donc là, vous avez compris que ces fonctions vont demander, vont changer littéralement de génération chacun des composants de la voiture. Alors, quand je dis changer de génération, c'est bien sûr sur le produit final que j'ai largement détaillé, mais aussi sur le mode de fabrication, puisque quand vous avez une voiture connectée, par exemple, je prends juste cet exemple, vous avez la capacité de faire ce qu'on appelle l'over the air, c'est-à-dire de la mise à jour à distance. Ça veut dire que votre voiture ne va pas sortir finie d'une chaîne de production, mais qu'on va être capable de remettre à jour en permanence votre profil, les caractéristiques de la voiture en fonction de tel ou tel objectif. Là aussi, ça change complètement la supply chain traditionnelle de l'automobile, qui est fournisseur de composants, intégrateur tier 1, constructeur, et puis après-vente. Là, finalement, on peut rentrer n'importe où dans la chaîne, et notamment durant la vie de la voiture. Alors, techniquement, donc là, j'ai repris quelques slides du projet CPS. Donc, techniquement, ça demande une architecture très différente, et je peux vous dire qu'il y a pas mal de constructeurs qui commencent à s'interroger sur la fin des microcontrôleurs dans la voiture pour les remplacer par des microprocesseurs
à l'image de ce qui se passe partout ailleurs, par exemple. Alors ça, c'est la vision que m'ont donnée les ingénieurs du projet. Bon, je ne vais pas les commenter, mais pour moi, c'est assez typique d'un système complexe. Et le rôle de l'ingénieur, c'est à partir d'un sujet qui va tout azimut avec des flèches partout, avec des valeurs sociétales, des valeurs techniques, des valeurs de calcul, des valeurs de hardware, j'en passe et des meilleurs. Il faut simplifier. Et c'est ce qu'on s'est efforcé de faire dans ce projet, en disant, quelles que soient les solutions, finalement, j'ai des éléments communs. Donc la motorisation, quelle que soit la tension, quelle que soit la puissance de la taille de la batterie, etc., j'aurai des commutateurs de puissance. Voilà, donc ça, c'est une brique. Quelle que soit la connectivité, je vais avoir une antenne, je vais avoir telle ou telle caractéristique, c'est une brique. Je vais avoir des problèmes de cybersécurité, c'est une brique, etc. Et puis ces briques vont se décliner suivant différents applicatifs. Donc j'ai beaucoup parlé de l'automobile, qui est le seul domaine que je connaisse réellement. Mais évidemment, il y a aucune raison que ces briques ne soient pas communes à plusieurs verticales. Donc c'est comme ça que le projet CPS s'est bâti. Donc Valeo s'est finalement trouvé à la tête de ce projet parce que représentant la filière automobile, qui est un des gros consommateurs, on n'est pas plus légitime que n'importe quel autre acteur. On s'est simplement porté volontaire pour porter ce dossier qui est complexe. Voilà. Et donc, il ne faut pas y voir une longue liste à la Prévert de technologies séparées. Il faut y voir une réponse globale apportée brique par brique. Et c'est ça donc qu'on a présenté à la fois donc, aux autorités françaises, mais aussi aux autorités européennes. Donc c'est une démarche commune qui se veut répondre à un problème générique, tout en ne tombant pas dans un système de systèmes extrêmement complexe avec des wordings impossibles à comprendre pour le commun des mortels, mais plutôt créant des petites communautés très pratiques et appliquées à régler les problèmes les uns après les autres. Voilà donc mon message pour vous aujourd'hui, qui est que pour l'automobile, c'est un bouleversement. Je vais donner juste quelques chiffres pour terminer, donc, pour la société Valeo. Donc pour vous mesurer ce bouleversement, en 2008, il y avait 6 000 personnes au R&D, donc développement produit. Aujourd'hui, on est 20 000. Le coût de ces développements, c'est presque 2 milliards, 1,960 milliard, quelque chose comme ça. Donc c'est très lourd. Les nombres de lignes de code, j'en ai parlé. 85% des innovations ont un contenu, je vais qualifier ici de CPS ou d'électronique. Il n'y a quasiment plus d'innovation qui soit purement mécanique ou purement matériaux. Ça change l'ensemble de la chaîne de valeur. Ça touche les usines qui vont devoir s'adapter à produire en masse de toutes petites quantités. Ça touche la différenciation retardée, ça touche la prévente, etc., etc. Donc il n'y a pas un secteur de l'entreprise qui ne soit pas impacté. Donc dans ce contexte, on est évidemment extrêmement ouvert, c'est ce qu'on appelle l'open innovation, on est extrêmement ouvert aux propositions remontant des startups et des petites entreprises. Comme j'ai dit tout à l'heure, on pense qu'il y en a à peu près 30 000 qui sont intéressantes pour nous. Et on se doit d'être un peu schizophrénique, c'est-à-dire d'un côté ouvert à ces propositions, donc agile, être capable de mettre sur le marché rapidement quelque chose d'intéressant pour le client final, et à la fois de garder notre ADN automobile, qui est moins d'un défaut par million de pièces livrées, le juste à temps, et puis surtout le 5 € par kilo, sachant que vous allez payer votre Clio 10 000 € ou 15 000 € si elle fait une tonne 5, un peu plus gros qu'une Clio. Si vous enlevez les taxes, etc., ça vous fait moins de 10 € pour le constructeur. Sa marge, ses frais de commercialisation, etc., ça veut dire que les pauvres équipementiers, c'est 5 € le kilo. Et les encore plus pauvres fournisseurs, c'est 2,50 €. Je dis ça pour ceux qui font du silicium, pour leur rappeler que c'est 2,50 € du kilo. Et que c'est comme ça. Non, mais ce n'est que comme ça qu'il faut le voir. Et qu'on le voit bien, il n'y a pas nécessairement beaucoup plus d'argent, mais il y aura beaucoup plus de fonctions. Voilà, j'en ai terminé pour ce rapide
survol des challenges de l'industrie automobile.